Alors oui, ça met la pression, mais à la fois d'être annoncé comme ça déjà depuis ce midi, et puis d'être le dernier. J'espère que vous avez encore un peu d'énergie pour pouvoir me suivre. On a commencé ce matin, Christophe a commencé avec la dalle de Saint-Bellec. On boucle la boucle, on a parlé du passé, on va parler, j'allais dire du futur. Il y a quand même des choses qui sont présentes et je vais vous montrer, mais l'objectif de cette session, c'est pas forcément de parler que d'Argy, c'est d'ailleurs la première partie de cette présentation est quelque chose d'assez général sur les apports et les cas d'usage de l'intelligence artificielle dans les SIG. Les petites définitions, parce que c'est pas toujours facile de s'y retrouver, il y a beaucoup de buzzwords aussi autour de l'intelligence artificielle. Et puis ces trois cercles, je pense que c'est toujours important de recommencer par là. Il y a l'intelligence artificielle qui est une grande boîte dans laquelle il y a plein de choses, des choses assez différentes d'un point de vue technique, scientifique, mais bon, qui peuvent se regrouper sous cette définition. L'intelligence artificielle, c'est un ensemble de techniques qui permettent aux machines de mimer, de se rapprocher des comportements humains. C'est une définition qui est assez générale, sur laquelle tout le monde à peu près s'entend. À l'intérieur de cette grande famille de l'intelligence artificielle, dans laquelle on retrouvera des catégories, je ne les ai pas mis sur ma slide, mais le computer vision par exemple, les NLP, le traitement du langage naturel, il y a plein de grandes familles dans l'intelligence artificielle, dont une famille de techniques qui s'appelle le machine learning, l'apprentissage machine en français, qui concerne l'extraction de patterns. Je vais garder le mot en anglais, mais c'est des tendances, des tendances, des comportements à partir de données pour en dériver des règles, au lieu, et c'est ça tout le côté nouveau en fait du machine learning, au lieu d'essayer de définir ces règles de manière explicite et de les définir a priori en fait. Et dans cette grande famille du machine learning, il y a encore une sous-famille qui est le deep learning, l'apprentissage profond, qui est un type de machine learning un peu particulier qui utilise des réseaux de neurones. Là aussi, il y a une analogie avec le corps humain et à la limite, autant l'intelligence artificielle est un terme qui pourrait être remis en question parce que c'est pas de la véritable intelligence, autant le deep learning, cette notion de réseau de neurones, la terminologie est plutôt bonne, puisqu'elle permet de retrouver en fait toujours des patterns dans les données, mais des patterns déjà plus complexes, et en particulier sur des données non structurées, telles que des images, des textes, pas des voix, des vidéos, il y a une petite coquille ici, et des données LIDAR par exemple. Alors, l'intelligence artificielle, elle fait partie d'une grande famille d'outils que vous utilisez tous, les géomaticiens. Ce sont des data scientists, ce sont des personnes, vous êtes des personnes qui analysez la donnée, et vous l'analysez de manière spatiale. Dans un SIG, c'est un des objectifs principaux, en faisant de l'analyse vectorielle, les statistiques spatio-temporelles, de l'analyse de raster, l'analyse d'images, les analyses faisant appel aux 3 dimensions, à la 3D, de l'analyse portant sur des données temps réel, de l'analyse de réseau. On a parlé tout à l'heure de calcul itinéraire pour l'accès de la population aux soins. Ça, c'est des choses qui existent depuis longtemps. Ça fait, chez SRI, c'est notre travail depuis plus de 40 ans de fournir ces outils d'analyse spatiale. Et ça fait partie aussi de cette grande famille des outils de data science. Donc on a ces deux ensembles d'outils qui sont là, qui font partie de cette famille encore plus grande qu'est la data science. Et un des enjeux aujourd'hui, c'est d'appliquer ces algorithmes d'IA aux données géospatiales pour apporter ces capacités d'intelligence artificielle à compléter la grande boîte à outils des outils d'analyse spatiale. C'est ce que nous, chez Esri, on a appelé le GeoAI. On s'est pas tellement cassé la tête. AI, l'artificial intelligence, et on a rajouté Géo parce que l'idée, c'est d'appliquer des algorithmes d'IA et de voir ce qu'ils peuvent apporter aux données géospatiales avec 3 objectifs. Améliorer la qualité des données existantes. C'est quelque chose auquel on n'a pas forcément... On a toujours tendance à dire que l'IA va me permettre de créer de nouvelles données. Il y a déjà un premier usage, l'amélioration de la qualité des données existantes. Il y a plein de contrôles qualité, d'enrichissement de la donnée qui peuvent être faits par de l'IA avant même d'imaginer qu'on va générer des nouvelles données. Mais effectivement, c'est le deuxième point, l'IA, ça va permettre aussi de générer de nouvelles données.
des données spatiales plus riches, d'en générer à un rythme, à une fréquence plus importante. Et c'est important dans un monde qui s'accélère, dans un monde où on a des capteurs, on a des technologies d'acquisition de données qui permettent d'avoir de plus en plus de données à des fréquences de plus en plus courtes, enfin importantes plutôt. C'est important. Et puis résoudre des problèmes spatiaux plus complexes. Là aussi, l'IA, c'est une des promesses lorsqu'on l'applique au monde du géospatial, c'est d'arriver à résoudre des problèmes qu'on n'arrivait pas forcément à traiter de manière satisfaisante jusque-là. Alors ça, c'était théorique. Maintenant, on va rentrer dans des choses un petit peu plus concrètes. Alors, il y a plein de manières d'expliquer comment l'IA peut interagir avec de la donnée spatiale. J'ai choisi ce schéma-là qui est assez intéressant parce qu'il montre les grandes catégories. Il y a déjà tout ce qu'on va pouvoir faire sur de la donnée textuelle, on n'y pense pas forcément, mais l'IA est déjà très avancée pour traiter le texte. On parlera un petit peu de ChatGPT à un moment donné à la présentation, mais avant même d'avoir ChatGPT et ce type d'outil d'IA générative, ça fait déjà pas mal de temps que des algorithmes d'intelligence artificielle savent extraire dans un texte des informations relatives à des noms de lieux, des informations qui vont correspondre à de la localisation, des informations qui vont permettre de connaître un sentiment dans un texte, de dégager une information synthétique à partir d'un texte. Et pour peu qu'effectivement dans ce même texte on ait des informations de localisation, on voit bien que tout de suite c'est une information qu'on va commencer à pouvoir cartographier. Et nous on aime ça, dès qu'il y a une possibilité de faire apparaître sur une carte une source de données, même si elle paraît un peu inhabituelle, non structurée, c'est intéressant. Donc voilà, classification de texte, transformation de texte et extraction d'une information géospatiale potentiellement ou directement ou indirectement par un nom de lieu qu'on va utiliser, qu'on va géocoder, etc. Donc sur du texte, sur des données vecteurs et tabulaires, c'est peut-être là où c'est le plus évident pour tout le monde. On imagine bien que l'IA va nous permettre d'extraire à partir de données ponctuelles qui vont avoir, ou de données linéaires, surfaciques à la limite, peu importe, qui ont une dimension temporelle, de pouvoir extraire des tendances avec des algorithmes dont pour certains ils sont très vieux. Je sais pas, moi qui ai fait mes études de SIG il y a une trentaine d'années, la notion de régression, c'est quelque chose qui existait déjà. Pouvoir faire de la prédiction sur une série de données temporelles. On vous parle aussi d'AutoML. AutoML, ce sont des fonctions qui sont intéressantes en IA, qui vont prendre qui vont faire une analyse en prenant en compte plusieurs algorithmes différents et qui vont être capables de choisir le meilleur des algorithmes pour répondre à la question posée. On va pas se faire un choix a priori de telle méthode, tel algorithme, on va en utiliser plusieurs et utiliser celui qui donne le meilleur résultat, mais en traitant une seule fois les données. Sur des données d'imagerie, c'est peut-être là où c'est le plus évident. En tout cas, les discussions que j'ai eues avec certains d'entre vous cette semaine, c'était avant tout sur ces deux dernières catégories, sur l'imagerie et la télédétection, pouvoir détecter de manière automatique des objets dans une image, extraire des limites de parcelles, extraire des contours de bâtiments, extraire de la végétation, extraire des informations d'occupation du sol et détecter surtout les changements entre différentes dates. Ça, c'est un sujet sur lequel on a beaucoup besoin de travailler. On parle d'artificialisation des sols. On cherche à savoir comment évolue cette artificialisation. Est-ce qu'elle a des enjeux sur les risques, pour la gestion des risques, etc. Est-ce que je vais pouvoir aussi, à partir de vidéos, extraire des objets? Ben oui, effectivement, c'est des choses que l'on peut faire. Alors, il faut que la vidéo soit géoréférencée, ce n'est pas forcément une donnée qui est très courante, mais ce sont des choses qu'on va pouvoir faire. Et puis sur le LiDAR, ça on en a beaucoup parlé aussi. Et donc effectivement, le quatrième type de données sur lequel c'est peut-être intéressant d'appliquer ces algorithmes, c'est les nuages de points. Là aussi, on en a beaucoup parlé cette semaine, avec des choses qui sont déjà bien avancées depuis quelques années, qui sont là. Juste de micro, dernière chance. La classification de points, c'est-à-dire
à partir d'un nuage de points, en ayant appris ce que c'est qu'un pylône, ce que c'est qu'une ligne électrique, en ayant été suffisamment entraîné à reconnaître ce type d'objet sur des jeux de données où c'est déjà fait, où c'est déjà classé, eh bien on va être capable de le faire de manière automatique sur des nouveaux jeux de données. Des choses plus récentes, en tout cas dans l'écosystème ArcGIS, la capacité à extraire des enveloppes plus ou moins détaillées, ça peut être juste des emprises comme ça en 3D, des boîtes, jusqu'à des formes beaucoup plus fines. Je vous avais montré la forme d'un arbre dans ma présentation sur le LIDAR lundi. Donc ça, c'est des choses... Et avec un LIDAR au départ qui peut être classé, mais qui peut aussi ne pas l'être. C'est-à-dire si j'ai des formes d'un nuage de points, ça a une forme d'un pylône, mais je n'ai pas fait d'abord ce traitement de classer mes points et de dire c'est du pylône, un algorithme d'IA suffisamment bien entraîné saura me les reconnaître. Alors j'en ai dit déjà beaucoup. Les slides qui suivent donnent des exemples, par exemple sur l'analyse prédictive, surtout donc sur des séries temporelles. L'IA va me permettre, par exemple, de prédire un taux d'asthmatique en fonction d'un certain nombre de critères. Mais là où on va dire, mais ça, je fais déjà ça avec un SIG. Je sais que les personnes asthmatiques le sont parce qu'il y a tel et tel critère sur le territoire, sauf que ces critères, peut-être qu'on en a oublié, peut-être qu'on n'a pas intégré tous les paramètres, toutes les variables qui vont me permettre de l'estimer. Et l'approche de l'intelligence artificielle, c'est de dire je ne sais pas a priori quelles sont les variables explicatives de ce phénomène. Je sais qu'il y a ce phénomène à tel et tel endroit. Je vais lui donner un nombre suffisamment important de données pour qu'à un moment donné, il soit capable de lui-même de me faire les prédictions sans que moi je lui donne de manière explicite quelles sont les variables qui expliquent ce phénomène. Pareil pour le prix de l'immobilier, pareil, c'est toujours un peu les mêmes exemples. Prédiction de l'habitat marin, c'est toujours la même mécanique derrière, laquelle un modèle d'intelligence artificielle va pouvoir me faire les prédictions et détecter des anomalies dans des séries chronologiques, faire de la prévision sur des séries chronologiques, être capable de discriminer des variables. Donc tout ça, c'est avec des fonctions de machine learning. On n'est pas du tout dans du deep learning. Là, le machine learning, des fonctions, comme je disais tout à l'heure, des régressions linéaires, mais plutôt régression logistique, etc., vont permettre de faire ça. Pareil, pour ces fonctions ici, un des gros avantages du machine learning dans un SIG, ça va être aussi la capacité d'explorer des tendances, savoir dans un jeu de données dans des séries temporelles si des zones sont plutôt par exemple pour mes zones accidentogènes, est-ce qu'elles sont plutôt en progression à tel endroit, en atténuation à d'autres endroits, quelle est la dynamique, c'est-à-dire c'est pas juste un constat à un instant T, mais par rapport à une série de données temporelles, où est-ce qu'il y a une dynamique et où est-ce que dans le temps, c'est-à-dire en termes d'extrapolation, je vais avoir la continuité d'un phénomène ou la disparition d'un phénomène à tel ou à tel endroit. Intéressant aussi dans les SIG, le clustering. Ça, c'est une problématique qui est de plus en plus prégnante puisque on croule sous les données, on a des quantités de données de plus en plus importantes. Et il y a un moment donné, dans certaines analyses, où il est important, même primordial, de pouvoir simplifier sa donnée, de ne pouvoir conserver que la donnée la plus importante, regrouper, quand j'ai des milliards de points, regrouper ces milliards de points peut-être en millions de points pour pouvoir faire des analyses sans perdre finalement l'information de base que contiennent ces données, ou des fois tout simplement pour des problèmes de représentation ou de compréhension. Quand on a comme ça, comme cette carte des États-Unis, un ensemble de points, on ne voit rien du tout. Est-ce qu'il y a vraiment une plus grosse concentration ici au nord-est ou au sud-est, au nord-ouest ou au sud-ouest? On n'en sait rien. Si à un moment donné, il n'y a pas des algorithmes qui me regroupent les points, qui me permettent de voir où sont les pôles d'attraction, où sont les zones de concentration, c'est compliqué. Troisième exemple, là on est toujours dans les outils de machine learning, très puissant aussi le machine learning pour détecter des anomalies dans des jeux de données. Et en particulier, de nouveau, quand les données ont une grosse volumétrie, quand elles sont difficiles à traiter par des algorithmes traditionnels, l'IA va apporter une véritable plus-value pour détecter des anomalies. Alors, il peut s'agir d'aberrations globales, d'aberrations locales dans une série de données, de faire du nettoyage avant de commencer à faire des analyses plus classiques. Là, je pense que ça va parler à beaucoup plus de monde parce que c'est
c'est les exemples qu'on le voit le plus, c'est-à-dire c'est ceux qui sont, sur lesquels on communique le plus, c'est tout ce qui va pouvoir être identifié à partir d'images, être capable de détecter suite à un cyclone par exemple, être capable rapidement à partir de données d'imagerie, capable de détecter quels sont les bâtiments qui sont endommagés, ceux qui ne le sont pas, en comparant, en ayant appris à un modèle à comparer des images et à reconnaître ce que c'est qu'un bâtiment qui est abîmé d'un bâtiment qui ne l'est pas sur une orthophoto. Donc ça, on a des modèles préentraînés dans ArcGIS qui savent faire ça et ça marche vraiment très bien. Extraire des emprises de bâtiments, ça c'est plus classique. Extraire l'occupation du sol, là encore en ayant suffisamment appris, suffisamment d'échantillons pour avoir appris à un modèle à reconnaître ce que c'est que de la prairie, ce que c'est qu'une surface de terre nue, ce que c'est que de la forêt, ce que c'est qu'un parking, une route, etc. On va arriver à faire de la classification. Aujourd'hui, l'IGN en France a une base de données dont j'ai oublié le nom, le COS, OCS. Si j'avais les bonnes lettres, pas dans le bon ordre. On a une cartographie de l'ensemble de... alors, pas encore tout à fait de la France, il y a un certain nombre de départements tests, mais une couverture à partir des orthophotos de l'IGN de l'occupation du sol, et l'objectif c'est d'arriver à le faire de manière automatique sur l'ensemble du territoire. L'exemple de la reconnaissance des panneaux, ça vous avez sûrement vu des choses autour de ça aussi. Voilà, je ne vais pas tous les décrire, je regarde celui qui pourrait être intéressant à mentionner. C'est la détection de piscine, détection de fissures, tout ça c'est toujours le même principe. Si on est capable d'entraîner un modèle à reconnaître des fissures, on en a suffisamment stocké dans une base de données avec des données d'imagerie qui sont représentatives de celles qu'on utilise et qu'on utilisera surtout à l'avenir, eh bien on est capable de les reconnaître avec un certain pourcentage de confiance. Alors, voilà, ça c'est pour un peu la théorie. Je veux quand même vous montrer des choses concrètes. Alors là, pour le coup, je vous montre des choses dans ArcGIS, en particulier dans ArcGIS Pro, vous avez peut-être reconnu, pour vous montrer le processus. Donc le processus, il se passe en 3 temps. Le premier temps, c'est créer ces fameuses zones d'apprentissage. C'est-à-dire que là, l'idée, c'est de reconnaître des passages piétons sur une orthophoto. Donc on est sur une orthophoto sur la métropole de Lyon. On a ici dessiné un certain nombre de polygones qui correspondent à mes passages piétons. Et puis, on a un premier outil dans ArcGIS Pro qui s'appelle exporter des données d'apprentissage pour le deep learning, qui va vous générer ce que vous voyez ici, toute une série d'imagettes correspondant à toutes mes petites zones d'échantillonnage ici. Il les prépare dans un format bien particulier que la seconde commande ici, entraîner le modèle de deep learning, va savoir utiliser. On va lui dire quel modèle, quel algorithme de reconnaissance d'objets, de détection d'objets on veut utiliser, et puis on va entraîner le modèle. Une fois le modèle entraîné, ça va nous créer un fichier, donc on va assez vite ici, mais on a créé ce qu'on appelle un Deep Learning Package, un paquetage qui contient toutes les informations avec mon petit réseau de neurones ici, et c'est lui que je vais chercher ici pour mon troisième outil, qui lui consiste, alors on a changé complètement de ville, on est maintenant à Nancy, et on fait ce qu'on appelle l'inférence, c'est-à-dire qu'on lance la détection sur un nouveau jeu de données pour en extraire les passages piétons. Alors, ça donne une information qui n'est pas bonne à 100%. On a, sur chacun des polygones qui a été trouvé, on a un pourcentage de confiance qui va ici de à peu près 90 à 96. Et après, on choisit jusqu'où on va pour garder les résultats. Puis ensuite, éventuellement, les vérifier avec des outils divers et variés. Il y a déjà sur une donnée comme ça, il y a déjà des tas de contrôles qu'on peut faire assez facilement. Si vous disposez des axes de voie dans votre base de données SIG classique, rien qu'une petite recherche de distance par rapport à l'axe de voie permettra d'éliminer éventuellement, bon, c'est pas le cas ici, mais un passage piéton qui serait reconnu sur la surface d'un toit, parce qu'il peut y avoir cette même représentation, quelque chose qui ressemble à un passage piéton. On l'éliminera par des règles, par exemple, comme ça, classiques de SIG, en fait. L'extraction d'informations à partir de texte, j'en ai déjà pas mal parlé, je vais passer. Je vais parler un peu du workflow. Un workflow de deep learning, il commence déjà par la collecte de données, parce que la première chose, et c'est quand même la chose la plus importante, c'est cette phase d'apprentissage. Pour pouvoir faire de l'apprentissage, il faut des données, il faut avoir collecté des données. Ces données, il faut les labelliser. C'est-à-dire qu'il va falloir lui dire je t'apprends que ça c'est tel type d'objet, je t'apprends que ça c'est tel autre type d'objet. C'est ce qu'on appelle la labellisation. Ensuite,
une fois que les données sont labellisées, il va falloir préparer les données pour qu'elles soient compréhensibles par le modèle, l'algorithme qui va faire l'apprentissage. Donc selon les algorithmes, il y a des formats d'images qui peuvent être différents, il y a des structures de données plus ou moins différentes à avoir. Et puis ensuite, il y a la phase d'entraînement du modèle. Donc là, il y a une partie vraiment d'expertise où on va jouer sur un certain nombre de paramètres qui vont être différents selon les algorithmes, mais globalement, c'est toujours un peu les mêmes. Un data scientist, un expert en IA saura les comprendre et les utiliser. Ensuite, il y aura la phase d'inférence. Une fois qu'on aura validé que le modèle répond de manière satisfaisante, encore une fois, sur ces données d'apprentissage et sur des jeux de données test, là, on pourra l'utiliser en production et faire ce qu'on appelle l'inférence. Après l'inférence, c'est jamais fini. Un modèle, il ne donne jamais le résultat exact et après on dit ok, la donnée devient une donnée de référence de mon SIG, ça marche jamais comme ça. Il y a toute une phase d'analyse, de post-traitement. On revérifie, on va refaire des contrôles par rapport à des données de référence qui sont là pour faire le contrôle. Donc voilà, il y a toute cette partie-là. Et puis après, il y a le partage parce qu'on fait de l'IA, c'est sûrement pour générer une donnée qui va être partagée. Et donc là, on retombe un peu sur ce que j'évoquais tout à l'heure en termes d'outils géodécisionnels. Alors, pourquoi je vous parle de tout ça ? Pour vous dire que finalement, ces 4 étapes-là qui sont communes à toute démarche d'intelligence artificielle, même en dehors d'ArcGIS, même en dehors du géospatial, quelqu'un qui fait de l'IA dans le domaine... je ne vais pas prendre des exemples particuliers, mais dans un tout autre domaine que le nôtre, il aura toujours ces 4 étapes. Et donc l'enjeu pour nous, chez Esri, pourquoi on a travaillé sur cette notion de GeoAI, pourquoi on fait venir ces librairies de deep learning qui en fait, je vais en reparler juste après, mais c'est pour la partie deep learning. Je ne parle pas du machine learning, parce que là, il y a eu un vrai travail d'Esri, on a développé des nouveaux outils qui sont vraiment spécialisés sur des données géospatiales, mais pour le deep learning, on s'appuie à 99% sur des librairies qui sont des librairies open source du monde de la data science qui sont matures, validées. Et on pourrait très bien se dire, mais pourquoi vous ne faites pas l'IA à l'extérieur d'ArcGIS, puis quand j'ai les résultats, je les fais venir. Eh bien parce que justement, l'IA, elle n'est pas toute seule isolée, elle est dans un ensemble de workflows où il y a des choses qui sont très SIG à faire avant, et il y a des choses qui sont très SIG à faire en aval. Donc c'est ça le gros intérêt de faire venir ces outils de deep learning dans ArcGIS. Alors après, il y a d'autres considérations, c'est que tous ces algos, ils ont tous des entrées-sorties qui sont différentes. Et donc, pour un géomaticien qui n'est pas un expert de l'IA, il fallait aussi lui standardiser, uniformiser les entrées et les sorties. Et donc c'est pour ça aussi qu'on a fait ce travail de faire venir ces librairies de deep learning dans ArcGIS avec un travail d'interfaçage de ces outils. Ceci étant dit, on a fait ce travail pour ArcGIS Pro, mais on l'a fait aussi pour que les mêmes librairies qui fonctionnent de la même manière soient les mêmes dans ArcGIS Enterprise, dans ArcGIS Online, et soient aussi accessibles sous forme d'API. Comme ça, il y a une seule framework, c'est du Python, c'est un ensemble de librairies Python qui sont les mêmes dans Pro, dans les outils bureautiques, dans Pro, dans Enterprise, dans Online, et accessibles à travers des API. Voilà. Alors ces librairies, elles ne sont pas toutes là, mais je vous ai mis les principaux frameworks. C'est des frameworks qui sont ultra connus, ultra utilisés dans tous les domaines, même hors contexte géospatial. Donc comme je disais, on n'a pas inventé grand-chose, si ce n'est de les regrouper ensemble, de surveiller leurs versions, de les maintenir, de vérifier que ce sont bien les bonnes dépendances, que ces librairies ont les unes par rapport aux autres, etc. Par rapport à la version de Python aussi qui est dans ArcGIS. Enfin, voilà, il y a tout un travail de veille à chaque version d'ArcGIS de les mettre à jour et, comme je disais, donc de proposer des interfaces uniformisées, des entrées et des sorties pour ces modèles pour que vous puissiez faire tout ce qu'il y a à faire en amont et tout ce qu'il y a à faire en aval d'un workflow de deep learning. Ici, c'est un petit peu la manière dont ces librairies sont accessibles. Donc, je commence par le tout en bas. Donc, je parlais de cette grosse librairie. C'est un module Python, c'est pas une librairie. Un module Python qui s'appelle arcgis.learn. C'est lui, pour quelqu'un qui développe en Python, c'est lui qu'on va utiliser pour faire ces étapes d'apprentissage, de validation de modèles et éventuellement après d'inférence. Tout le monde ne va pas les utiliser à ce niveau-là. Donc là, on est dans l'environnement notebook, par exemple. Ça s'adresse à ceux qui savent faire du Python. Après, il y a les modèles préentraînés. Les modèles préentraînés, c'est un travail qui a
que fait Esri et que commencent à faire certains utilisateurs ArcGIS. Et ils partagent leur modèle de deep learning via la plateforme de partage de contenu sur ArcGIS qui s'appelle le Living Atlas. Donc on retrouve actuellement, il y a plus de 80 modèles de deep learning qui sont prêts à l'emploi. Il y en a, je ne sais pas, je fais le calcul, mais je pense qu'il y en a à peu près 70% qui sont mis à disposition par Esri, puis 30% qui commencent à venir d'un certain nombre d'utilisateurs, des distributeurs, Esri aussi, en mettent à disposition. Ensuite, on a le niveau outil ArcGIS, c'est ce que vous venez de voir dans la démo. C'est un des moyens d'utiliser des modèles, c'est de les créer, de faire l'apprentissage et de les utiliser, faire les inférences après. Et puis il y a l'IA qu'on voit un peu moins, c'est celle qui est intégrée dans les applications et qu'on utilise, j'allais dire sans le savoir, si on le sait, mais vous n'avez rien à faire, c'est des comportements d'intelligence artificielle qui sont intégrés dans les applications, et je vais vous montrer qu'il commence à y en avoir. Alors, pour illustrer la notion de modèle de deep learning déjà intégré dans ArcGIS, et déjà pré-entraîné, pardon. Un petit exemple ici qui va vous permettre de voir à la fois comment on va chercher un modèle de deep learning pré-entraîné et qui va vous montrer aussi que on procède exactement de la même manière qu'on va utiliser ce modèle dans un contexte bureautique comme ArcGIS Pro ou en web. Donc là, on était sur un portail pour vous montrer qu'on avait une orthophoto ici de la Réunion. C'est un service d'imagerie dynamique. C'est important, il faut bien que ce soit un service d'imagerie dynamique si on veut faire de l'extraction, parce que là, on va vouloir extraire des éoliennes de manière automatique à partir de cette image. On ne va pas pouvoir le faire sur une couche d'image tuilée, un fond de carte d'imagerie. Il va falloir pouvoir accéder aux vraies valeurs des pixels, donc des 3 bandes de l'orthophoto. Donc il faut que ce soit une orthophoto qui soit publiée en tant que service d'imagerie dynamique. Ensuite, ce que l'on fait, c'est qu'on utilise directement le troisième outil. On va aller chercher un modèle qui est déjà entraîné. Donc on a 2 étapes qu'on n'a pas à faire. On a juste à utiliser le modèle sur la zone qui nous intéresse. Donc c'est cet outil, détecter les objets à l'aide de deep learning. Et puis on va chercher sur le Living Atlas, parmi les 80 modèles de deep learning ici, il y en a un qui nous intéresse ici, qui est la reconnaissance des éoliennes. Alors selon le modèle de deep learning et l'algo surtout qui est derrière, il y a des paramètres plus ou moins importants à saisir. C'est là qu'il faut potentiellement bien lire la documentation du modèle de deep learning qui est associé pour savoir à quoi ça correspond, mais c'est des noms de paramètres qui parlent à quelqu'un qui fait l'IA. Alors le résultat, il fait un petit peu peur au départ, parce qu'ici on a mis un seuil de confiance assez bas. Il nous reconnaît des éoliennes partout sur le territoire, ça fait un peu peur, c'est sûrement pas comme ça. Alors en fait, ce qu'on fait ici, c'est qu'effectivement, on va filtrer notre jeu de données en disant non, moi je ne garde que les emprises où tu as un taux de confiance d'au moins 50%. Et voilà, là, ça se simplifie un peu. Alors quand on regarde un peu plus précisément, on voit qu'il en a, parce que là, sur des éoliennes, sur un petit territoire comme ça, on est capable de les reconnaître à l'œil nu, c'est pour l'exemple, mais il en a oublié 2 ici, il en a oublié une ici, probablement parce qu'on a filtré avec sur un niveau de confiance un petit peu trop élevé, et que du coup, on en a supprimé qu'on aurait dû garder. Donc là, on était dans ArcGIS Pro, et ce que je voulais vous montrer, c'est que ce modèle de deep learning pré-entraîné, je peux l'utiliser exactement de la même manière dans une autre modalité d'ArcGIS, c'est-à-dire en étant sur mon portail. On est ici dans MapViewer, si certains d'entre vous reconnaissent. On a une carte avec notre couche d'imagerie sur la Réunion, c'est la même. Et donc on va aller chercher... ça bouge plus ? Ouais, en fait, on doit redonner le signal pour ceux qui sont sur Teams. D'accord, c'est pour ça. Ok. Donc voilà, j'ai ma couche d'imagerie dynamique, et dans les outils d'analyse qui sont accessibles quand on est sur un portail ArcGIS, j'ai mes outils de deep learning, et notamment celui-ci, il porte le même nom que dans ArcGIS Pro, détecter des objets à l'aide d'algorithmes de deep learning. Et il va me demander la même chose que dans ArcGIS Pro tout à l'heure, puisque c'est le même modèle, donc c'est logique. Il va me demander d'aller chercher le modèle, exactement comme dans ArcGIS Pro, enfin l'interface est un peu différente, mais je lui dis, je vais le chercher sur le Living Atlas, je vais faire un petit filtre sur... alors c'est très anglophone, pour l'instant le partage des modèles de deep learning, donc il faut faire des recherches avec des terminologies en anglais. Et voilà, j'ai mon modèle. Il va me lister les différents paramètres, et je vais pouvoir l'exécuter.
Voilà. Et notamment dans les paramètres, au-delà de toutes les tolérances qui sont nécessaires pour l'exécution du modèle, il y a aussi le nom de la couche en sortie. Alors, il y a un vrai intérêt, hein, effectivement, on voit bien que je n'ai pas décrit, mais sur ArcGIS Pro, avant de pouvoir lancer des outils de deep learning, il y a le fameux framework learn.argis qu'il faut avoir installé. Là, ici, je suis juste dans mon navigateur, donc c'est vraiment super intéressant. Je n'ai rien installé, je suis dans mon navigateur et je vais chercher non seulement un modèle qui est déjà entraîné pour moi, et en plus, je fais l'inférence sans avoir à m'associer de combien j'ai de CPU ou plutôt de GPU sur ma machine. C'est l'infrastructure ArcGIS Online qui le fait. Alors là, ça va quand même un peu plus lentement. Vous voyez, il y a une petite accélération, mais en 1 minute ici, en réalité, on avait le résultat. Donc voilà, il va tourner, et puis au bout d'un moment, vous allez avoir le résultat. C'est ces petits points bleus qui s'affichent, et de manière assez logique, vu qu'on lui a donné les mêmes paramètres, il a été recherché il a trouvé plutôt les mêmes éoliennes. Et donc, comme on a fait ce filtrage sur 0,5 aussi, on a nos 2 petites éoliennes qui n'ont pas non plus été trouvées. Alors, ça, c'est une première illustration de l'usage d'un modèle deep learning. Je vous disais aussi qu'il était possible d'avoir du deep learning à d'autres endroits que dans ArcGIS Pro ou dans ArcGIS Online. Et notamment ici, on est dans un tout autre outil, c'est l'outil Surveyor23. Vous savez, c'est cet outil qui permet de créer des formulaires et de faire de la saisie sur le terrain. On peut avoir parmi les questions d'un formulaire, alors là il n'y a qu'une seule question dans mon formulaire, c'est une question qui est juste de type photo et qui va me permettre, je vais la démarrer, vous allez voir, la question de type photo a été configurée, associée à un modèle de deep learning, et donc quand j'ouvre la saisie de la photo, eh bien j'ai une reconnaissance d'objets. Et alors, là, l'exemple en soi n'est pas intéressant, hein, j'ai fait ça sur mon bureau, donc voilà. Mais quand même, on voit l'intérêt. C'est un modèle qui a été entraîné sur plein d'objets, c'est un modèle générique qui n'est pas spécialement orienté vers un métier en particulier. Il m'a détecté une souris, un écran, un laptop, un clavier et une plante. Et donc, il me les propose. Bien sûr, on est dans un formulaire. Il pourrait être encore temps à cette étape-là de décocher si jamais il a fait des erreurs. Mais c'est une assistante qui peut être vraiment intéressante si vous transférez ça dans un contexte de saisie de données sur le terrain, avec des panneaux, avec des espèces d'arbres. Enfin, il peut y avoir des tas de choses. Et puis, je voulais terminer par des choses un petit peu au-delà de GeoAI. Ce sont vraiment les outils d'extraction d'objets, de détection d'objets dans des images, dans de l'IDAR, dans du texte, tout ce qu'on avait au début. Mais de l'IA, ça c'est l'IA telle qu'aujourd'hui on en a dans un SIG, ou dans ArcGIS en particulier, mais il y a d'autres pistes pour l'IA à l'avenir, et notamment il y a cette nouvelle génération d'outils d'IA qui sont les plateformes d'IA générative. Vous avez tous entendu parler de ChatGPT, de DALL-E, peut-être de Midjourney aussi, et de Stable Diffusion ou de GitHub Copilot, si vous faites un peu de développement. Bien ça, c'est des technologies, bien sûr, qui nous intéressent chez Esri, qu'on va essayer d'intégrer rapidement dans nos outils à travers deux pistes, je dirais, de familles de fonctionnalités. Tout d'abord, utiliser ces outils d'IA générative, en particulier des outils conversationnels, pour vous simplifier l'accès à la documentation. Donc on travaille en ce moment, je ne peux pas vous dire si ça sortira dans 6 mois, dans 1 an ou dans 1 an et demi, mais c'est plutôt du moyen terme, malgré tout, c'est pas de la science-fiction, de pouvoir utiliser une interface où on va parler en langage naturel pour pouvoir avoir de l'aide sur l'outil dans lequel on se trouve, soit dans ArcGIS Pro, dans un autre outil d'ArcGIS. Et puis la deuxième chose, c'est des assistants intelligents pour faire différentes choses, vous aider à configurer une application, vous aider à créer un formulaire par exemple, vous lui dites ce que vous voulez comme formulaire, vous lui décrivez le plus possible ce que vous voulez, et puis il va vous fabriquer le formulaire sur 22.3, vous lui dites quelle application Experience Builder vous voulez, combien de pages elle doit avoir, en gros
qu'est-ce que vous voulez à l'intérieur de chaque page, et il va vous construire, peut-être pas 100% de l'application, mais il va vous construire le canevas, puis vous irez faire la suite dans un deuxième temps. D'autres pistes aussi autour de la cartographie. Vous savez qu'on a déjà dans ArcGIS quelque chose qui s'appelle le smart mapping, qui vous propose des représentations un peu intelligentes en fonction des données, de leur type, des statistiques qu'il y a sur ces données, etc. On peut imaginer une deuxième génération encore plus intelligente où vous lui direz ce que vous voulez comme représentation, et puis il ira vous le faire, il ira vous choisir les bonnes couleurs, il ira vous choisir les algos pour créer des classes, etc., qui vont bien. Et puis pour les gens qui rédigent du code, que ce soit du Python, que ce soit de l'arcade, on peut imaginer peut-être que dans quelques mois, quelques années au pire, on ait aussi des assistants pour vous rédiger, selon la demande que vous allez faire, le code à votre place. Alors je vous montre, c'est des démos qui vont très très vite, je vous montre à quoi ça peut ressembler. Autour sur Survey 1, 2, 3, parce que c'est un des premiers produits qui va vous montrer un petit peu cette nouvelle voie de l'intégration de l'IA dans ArcGIS. Ici, je suis dans un formulaire sur 22.3. Je ne sais pas si vous avez déjà eu à produire des formulaires sur 22.3 dans différentes langues. Si vous travaillez un peu sur des territoires plus larges que la Nouvelle-Calédonie, c'est peut-être le cas. Ici, on a un formulaire, peu importe ce qu'il fait, il permet de faire de la saisie d'arbres. Et on a besoin d'avoir une version en anglais. Aujourd'hui, quand on fait ça, sur 22.3, on est obligé de se créer cette colonne et puis de traduire soi-même tous les termes. Bon, là, effectivement, grâce au petit bouton qui est en bas à gauche, ici, on a un assistant qui nous permet de faire une traduction automatique et d'avoir immédiatement son formulaire en 2 langues. Donc ça, c'est un premier exemple. Et puis celui qui est peut-être un peu plus bluffant, on parlait de ChatGPT, effectivement, on commence à intégrer ChatGPT. Ce sera dans la prochaine version de Survey 1, 2, 3, la possibilité de cliquer sur ce petit assistant et de dire, voilà, quel formulaire, toi, tu pourrais me proposer pour inventorier les arbres urbains dans ma ville? Une question assez générique, on n'a pas été très directif, mais on va voir ce qu'il va nous répondre. Donc voilà, il dit, moi, je verrais bien une première question sur le type d'arbre, ensuite sur l'emplacement de l'arbre, sur la taille de l'arbre, sur son état, est-ce qu'il a besoin de maintenance, etc. Et puis, il commence à vous donner un exemple. Alors cet exemple, il est intéressant parce qu'il y a déjà des questions ouvertes, des questions fermées. Et puis là, on lui dit, écoute, moi, j'aimerais bien que tu me génères une liste des espèces d'arbres plus conséquentes pour la question 1. Donc il va reprendre la question 1 et puis il va aller chercher plus d'espèces d'arbres. Donc voilà, on a une liste plus conséquente. On pourrait imaginer comme ça continuer la conversation avec lui. Puis au bout d'un moment, si on est satisfait, eh bien on clique sur le bouton « Générer ». Alors il reprend le formulaire et il l'écrit de manière un petit peu plus générique. On commence à voir les types de questions qui s'affichent. Et au bout d'un moment, quand il a fini, hop, il rebascule sur l'interface que vous connaissez actuellement de Survey 1, 2, 3 et il a créé l'ensemble du formulaire. Donc voilà, ça c'est assez impressionnant. C'est actuellement en bêta, si certains d'entre vous veulent s'amuser avec. Là, c'est déjà là. J'ai choisi un exemple qui ne soit pas trop de la science-fiction. C'est vraiment quelque chose qui va arriver. La traduction, ça y est. La première démo, celle juste avant, c'est sorti hier. La nouvelle version de Survey 1, 2, 3 intègre cet assistant de traduction. Et pour celui-là, ce sera probablement la prochaine ou celle d'après pour Survey 1, 2, 3. Voilà.